Bernard. Nous Bonjour. allons parler des effets de la psychanalyse sur la pratique professionnelle. Je vais repartir un petit peu de mon enfance. J'ai eu une enfance que l'on peut qualifier d'heureuse, tant auprès de ma mère, qui avait une grande importance pour moi, et je pense que c'était réciproque, que pour mes grands-parents maternels, et la parenté qui était tout autour. Et toutes ces personnes habitaient dans un pays que l'on appelle le Cantal. C'était le pays du Haut, plutôt du côté de Mauriac, du Puy-Marie, d'Orion-Esmontagne. Cette mer, cette famille, ce pays, j'y avais un très fort attachement. À un moment donné, mes parents, pour des raisons qui les concernaient, se sont séparés et je me suis retrouvé en pension en Auvergne, mais dans le Puy-de-Dôme, avec mon frère. Donc du jour au lendemain, il y a quelque chose qui a basculé. C'est un arrachement à la mer et un arrachement au paysage maternel. Et du petit garçon, je ne sais pas, un peu naïf, les yeux grands ouverts sur la vie, j'ai dû adopter des comportements un peu défensifs pour me protéger de ce qui arrivait. Dans un deuxième temps, j'ai vécu un deuxième arrachement qui était celui de me retrouver en région parisienne, dans un pays que nous ne connaissions pas, et qui pour moi n'avait aucun sens. Donc j'ai essayé de maintenir mon accent le plus longtemps possible et surtout de ne pas parler pointu comme les Parisiens et les banlieusards. Sur le plan scolaire, je ne faisais plus rien. Donc à partir de là, je m'accrochais à une discipline qui était le français, qui était la lecture et qui était aussi l'écriture. C'est-à-dire que l'écriture me permettait de figurer un petit peu tout ce mal-être, ce qui n'était pas évident, ce qui expliquera peut-être d'ailleurs à un moment donné que je me sois tourné vers la psychanalyse d'ailleurs, parce que ça n'était pas suffisant. Donc après, je me suis retrouvé dans des petits boulots à droite à gauche. Je retourne mon service militaire. J'ai travaillé 1 an comme agent de probation à Lille dans le Nord. Et m'est revenu à l'esprit les dires d'un copain au service militaire qui était éducateur spécialisé. Et il m'en avait parlé et ça venait percuter une chose que m'avait dit ma mère quand j'étais gamin, elle le disait sans cesse, tu es le défenseur de la veuve et de l'orphelin. J'ai travaillé 2 ans dans c'était un gros étabbissement sur Rennes où étaient placées 300 filles. Mais 300 filles, c'était presque de la déportation parce qu'à l'époque, elles venaient un peu de toutes les régions de France. Elles pouvaient venir de Paris, elles pouvaient venir du Midi. Elles étaient arrachées. J'ai fait une licence en sciences sociales appliquée au travail social. Et c'est là où j'ai rencontré effectivement, je sais pas, c'est dans un des bouquins, Bourdieu et d'autres sociologues. Donc les références étaient sociologiques. Je commençais à me poser des questions très sérieusement. J'avais vécu une séparation qui réactualisait les séparations d'avant. Voilà. Et pour tenter d'y répondre, on va dire, de trouver des solutions, j'ai rencontré, je ne sais pas si on peut appeler comme ça, un post-freudien avec qui ça ne collait pas du tout. Tout ce qui m'avait accroché, qui m'amarrait à la vie, qui m'arrimait à la vie, c'est-à-dire le politique, le fait de croire en une société meilleure, voilà. Je m'apercevais que ça n'aboutissait pas, ça ne débouchait pas. Donc tout ce que j'avais mobilisé pour un mieux-être
mais qui ne me concernait pas que moi, qui concernait aussi les autres, Oui. je m'apercevais que ça ne tenait pas. Donc en fait, moi je me retrouve avec un licenciement économique à 50 ans. Donc quand ces références chutent ou tombent, on se sent un petit peu désarçonné et voilà, en désarroi. Il y a un désarroi qui s'installe et puis on se dit à quoi ça a servi tout ça. Donc ça devient vraiment insupportable, quoi. Ah oui, mais ça devient tellement insupportable qu'à un moment donné, on va dire le premier psychanalyste que je rencontre, bon, je sais qu'il est plutôt d'orientation lacanienne parce que dans l'environnement professionnel, les psychanalystes sont plutôt d'orientation lacanienne. Et donc cette personne qui est présente me dit, écoutez, comme il est psychanalyste, il me dit, écoutez, si vous voulez, je vous reçois tel jour à telle heure. Et progressivement, ça ne se fait pas d'emblée, je dénoue ce qui était devenu carrément insupportable pour moi et dans ma vie. Donc c'est un travail qui a commencé il y a quand même un certain nombre d'années et qui, on va dire, qui a eu pour effet d'une part de m'aider à clarifier un petit peu qui j'étais, comment ça se passait pour moi, et par voie de conséquence, ce qui n'était pas le but d'ailleurs, mais qui m'a aidé à clarifier aussi mon rapport aux autres. Cela m'a permis de lire autrement les dires, les comportements des adolescents et des adolescentes. Par exemple, il y avait beaucoup d'adolescents qui disaient, quand on leur posait une question à partir d'un passage à l'acte qu'ils avaient pu avoir, mais avec certains, on est confronté au « je ne sais pas ». Et alors, moi j'ai appris à lire le « je ne sais pas » pas comme quelque chose où le jeune ne voudrait pas dire quelque chose de ce qu'il sait sur lui-même, c'est qu'en fait, il ne sait pas vraiment. C'est un je ne sais pas qui a à voir avec, un peu comme quand Lacan fait un petit peu une relation au réel, quelque chose d'un réel qui à ce moment-là ne peut pas se dire. Il est indicible. Quand j'étais jeune éducateur, je pensais que par rapport à, et j'avais tort, mais par rapport à ma trajectoire, j'étais plus à même de dire quelque chose d'une vérité aux jeunes que j'aurais rencontrés et qui auraient pu les aider. L'analyse, enfin je dis comme ça, hein, sous cette formule, nous permet d'accepter qu'effectivement, il y a des situations où nous-mêmes, qu'on soit éducateur ou pas, bon, moi j'étais éducateur en fonction, on ne sait pas. Il y a des choses que l'on ne sait pas. Quand on est sur un divan, parfois on a envie de ne rien dire. On n'a pas envie de dire, en fait. On se tait. Donc on est dans une forme de silence qui en même temps peut avoir plusieurs dimensions. Il peut avoir une dimension de jouissance, c'est-à-dire retenir quelque chose pour soi et ne pas le donner à l'autre. C'est possible, et c'est possible pour des jeunes, mais c'est possible aussi que ce silence, on soit dans l'incapacité à ce moment-là de le fissurer pour qu'une une petite parole puisse s'en extraire. Et ça, c'est important de le savoir. Ça permet, quand un autre est dans une position qui n'est pas équivalente, mais qui y ressemble, d'en tenir compte. Ça nous permet d'avoir d'avoir une distance. Et c'est respecter, dans une certaine mesure, le fonctionnement de la personne qui est en face de nous. C'est vrai que l'analyse, une discipline qui est très appropriée pour le métier d'éducateur.
Donc c'est un métier où on ne peut pas faire l'impasse sur un investissement personnel. On ne peut pas faire l'impasse. C'était une adolescente qui avait autour de 15 ans. Et il y avait des vacances scolaires. Je m'étais dit qu'elle serait peut-être mieux dans ce séjour scolaire qu'au foyer même. Donc j'en avais parlé avec elle. Elle était partante. Le jour du départ, je l'ai accompagnée au car, comme le faisaient tous les parents d'élèves. Elle est montée dans le car, elle est montée à l'arrière, donc je la voyais à l'arrière du car, la vitre arrière. Et quand le car s'est éloigné, je lui ai fait un signe de la main pour lui dire au revoir ou bon séjour. Et elle m'a fait un doigt d'honneur. Et ça m'a fait rire, ça m'a fait rire. Et je me suis dit d'emblée, bah, tu en as fait trop en fait. Voilà. Mais j'ai attendu comme les parents, mais moi je n'étais pas un parent. Donc voilà. Et en plus j'en ai rajouté parce que je lui ai fait un signe de la main. Donc elle m'a remis à ma place dans une certaine mesure. Donc je n'ai pas pris ça comme une insulte, un manque de respect, etc. C'est marrant parce que les effets de l'analyse, enfin pour moi, ça permet en même temps de... On est soi, dans une certaine mesure, on est en situation. Et quand on est éducateur en situation, je veux dire, il ne sort pas un bouquin pour dire il y a telle situation, qu'est-ce que je vais faire? On fait d'emblée. Là c'est un homme adulte, si vous voulez, mais c'est qui s'alcoolise depuis des années. Son père s'alcoolisait, sa mère s'alcoolisait, lui s'alcoolisait. Ça aboutissait à des passages à l'acte où il a eu le visage, on peut dire, refait. Et moi, je vais le retrouver bien des années après. Moi, je ne suis plus en fonction éducative. Mais il me connaît, il m'a connu, je l'ai connu tout jeune, enfant. Il vient me voir parce que je représente quelque chose. Et il boit toujours, etc. Mais moi à l'époque, quand j'étais jeune éducateur, j'ai fait tout un travail par rapport à l'alcoolisation. Mais je leur disais, il ne faut pas boire, il faut arrêter de boire. Puis quand on arrête de boire, on arrête de boire définitivement. Mais de ma part, il y avait quelque chose, un peu d'interventionniste, voilà. Est-ce que là, moi, il boit, ouais, tu comprends, je bois, machin, il est agressif, ça. Moi, je dis, j'ai pas de position morale. D'abord, j'ai pas de position morale sur tu bois pas. Moi, c'est pas ma question. Donc déjà, il sait que clairement, moi, par rapport à ça. Mais par contre, il va me parler de sa vie, qui n'est pas évidente, tout ça. Et le fait qu'il fasse une association entre ce qu'il prend comme produit et ce que ça a comme effet, et puis à certains moments, comment dire, espérer autre chose. Donc c'est lui-même qui progressivement, et il a arrêté de boire depuis 2 ans, il ne boit plus. C'est-à-dire qu'il a arrêté de boire à 45 ans. Et il buvait peut-être depuis l'âge de 10-12 ans. Voilà. Donc ça veut dire que c'est la personne elle-même qui, justement, l'analyse nous permet ça. C'est de saisir que c'est nous-mêmes qui avons nos solutions, nos propres solutions.